Son Excellence Eugène Rougon, partie 2. Chapitre 2. Le matin, au Moniteur, avait paru la démission de Rougon, qui se retirait pour des raisons de santé. Il était venu après son déjeuner au Conseil d'État, voulant dès le soir laisser la place nette à son successeur. Et, dans le grand cabinet rouge et or réservé au président, assis devant l'immense bureau de palissandre, il vidait les tiroirs et il classait des papiers qu'il nouait en paquets avec des bouts de ficelle rose. Il sonna. Un huissier entra, un homme superbe, qui avait servi dans la cavalerie. « Donnez-moi une bougie allumée, » demanda Rougon. Et, comme l'huissier se retirait, après avoir posé sur le bureau un des petits flambeaux de la cheminée, il le rappela. « Merle, écoutez, ne laissez entrer personne. Entendez-vous, personne. »« Oui, monsieur le président, » répondit l'huissier, qui referma la porte sans bruit. Rougon eut un faible sourire. Il se tourna vers Delestan, debout à l'autre extrémité de la pièce, devant un cartonnier dont il visitait soigneusement les cartons. « Ce brave Merle n'a pas lu le Moniteur ce matin, » murmura-t-il. Delestan hocha la tête, ne trouvant rien à dire. Il avait une tête magnifique, très chauve, mais d'une de ces calvities précoces qui plaisent aux femmes. Son crâne nu, qui agrandissait démesurément son front, lui donnait un air de vaste intelligence. Sa face rosée, un peu carrée, sans un poil de barbe, rappelait ces faces correctes et pensives que les peintres d'imagination aiment à prêter aux grands hommes politiques. « Merle vous est très dévoué, » finit-il par dire. Et il replongea la tête dans le carton qu'il fouillait. Rougon, qui avait tordu une poignée de papier, les alluma à la bougie, puis les jeta dans une large coupe de bronze posée sur un coin du bureau. Il les regarda brûler. « Delestan, vous ne toucherez pas au carton du bas, » reprit-il. « Il y a là des dossiers dans lesquels je puis seul me reconnaître. » Tous deux, alors, continuèrent leur besogne en silence, pendant un gros quart d'heure. Il faisait très beau, le soleil entrait par les 3 grandes fenêtres donnant sur le quai. Une de ces fenêtres, entr'ouverte, laissait passer les petits souffles frais de la Seine qui soulevaient par moments la frange de soie des rideaux. Des papiers froissés, jetés sur le tapis, s'envolaient avec un léger bruit. « Tenez, voyez donc ça, » dit Delestan en remettant à Rougon une lettre qu'il venait de trouver. Rougon lut la lettre et l'alluma tranquillement à la bougie. C'était une lettre délicate, et ils causèrent, par phrases coupées, s'interrompant à toutes les minutes, le nez dans des paperasses. Rougon remerciait Delestan d'être venu l'aider. Ce « bon ami » était le seul avec lequel il put à l'aise laver le linge sale de ses 5 années de présidence. Il l'avait connu à l'Assemblée législative, où ils siégeaient tous les deux sur le même banc, côte à côte. C'était là qu'il avait éprouvé un véritable penchant pour ce bel homme, en le trouvant adorablement sot, creux et superbe. Il disait d'ordinaire d'un air convaincu que ce diable de Delestan irait loin, et il le poussait, se l'attachait par la reconnaissance, l'utilisait comme un meuble dans lequel il enfermait tout ce qu'il ne pouvait garder sur lui. « Est-on bête ? Garde-t-on des papiers ?» murmura Rougon, en ouvrant un nouveau tiroir qui débordait. « Voilà une lettre de femme, » dit Delestan, avec un clignement d'yeux. Rougon eut un bon rire. Toute sa vaste poitrine était secouée. Il prit la lettre, en protestant. Dès qu'il eut parcouru les premières lignes, il cria « C'est le petit d'Escorail qui a égaré ça ici. De jolis chiffons encore. Ces billets-là, on va loin avec 3 lignes de femme. » Et, pendant qu'il brûlait la lettre, il ajouta « Vous savez, Delestan, méfiez-vous des femmes. » Delestan baissa le nez. Toujours, il se trouvait embarqué dans quelque passion scabreuse. En 1851, il avait même failli compromettre son avenir politique. Il adorait alors la femme d'un député socialiste et le plus souvent, pour plaire au mari, il votait avec l'opposition contre l'Élysée. Aussi, au 2 décembre, reçut-il un véritable coup de massue. Il s'enferma pendant 2 jours, perdu, fini, anéanti, tremblant qu'on ne vînt l'arrêter d'une minute à l'autre.
Rougon avait dû le tirer de ce mauvais pas en le décidant à ne point se présenter aux élections et en le menant à l'Élysée, où il pêcha pour lui une place de conseiller d'État. De Lestan, fils d'un marchand de vin de Bercy, ancien avoué, propriétaire d'une ferme modèle près de Sainte-Ménéhould, était riche à plusieurs millions et habitait rue du Colisée un hôtel fort élégant. « Oui, méfiez-vous des femmes, » répétait Rougon, qui faisait une pause à chaque mot pour jeter des coups d'œil dans des dossiers. « Quand les femmes ne vous mettent pas une couronne sur la tête, elles vous passent une corde au cou. À notre âge, voyez-vous, il faut soigner son cœur autant que son estomac. » À ce moment, un grand bruit s'éleva dans l'antichambre. On entendait la voix de Merle qui défendait la porte. Et, brusquement, un petit homme entra en disant « Il faut que je lui serre la main, que diable, à ce cher ami !»« Tiens, du Poisat !» s'écria Rougon sans se lever. Et, comme Merle faisait de grands gestes pour s'excuser, il lui ordonna de fermer la porte. Puis, tranquillement, « Je vous croyais à Bressuire, vous. On lâche donc sa sous-préfecture comme une vieille maîtresse ?» Du Poisat, mince, la mine chafouine, avec des dents très blanches, mal rangées, haussa légèrement les épaules. « Je suis à Paris de ce matin, pour des affaires, et je ne comptais aller que ce soir vous serrer la main, rue Marbeuf. Je vous aurais demandé à dîner. Mais quand j'ai lu le Moniteur... » Il traîna un fauteuil devant le bureau, s'installa carrément en face de Rougon. « Ah, ça, que se passe-t-il? Voyons. Moi, j'arrive du fond des Deux-Sèvres. J'ai bien eu vent de quelque chose, là-bas. Mais j'étais loin de me douter. Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit ?» Rougon, à son tour, haussa les épaules. Il était clair que du Poisat avait appris là-bas sa disgrâce et qu'il accourait pour voir s'il n'y aurait pas moyen de se raccrocher aux branches. Il le regarda jusqu'à l'âme en disant « Je vous aurais écrit ce soir. Donnez votre démission, mon brave. » « C'est tout ce que je voulais savoir. On donnera sa démission, » répondit simplement du Poisat. Et il se leva, sifflotant. Comme il se promenait à petits pas, il aperçut de Lestan, à genoux sur le tapis, au milieu d'une débâcle de carton. Il alla en silence lui donner une poignée de main. Puis il tira de sa poche un cigare qu'il alluma à la bougie. « On peut fumer, puisqu'on déménage, » dit-il en s'installant de nouveau dans le fauteuil. « C'est gai de déménager. » Rougon s'absorbait dans une liasse de papier qu'il lisait avec une attention profonde. Il les triait soigneusement, brûlant les uns, conservant les autres. Du Poisat, la tête renversée, soufflant du coin des lèvres de légers filets de fumée, le regardait faire. Ils s'étaient connus quelques mois avant la Révolution de février. Ils logeaient alors tous les deux chez madame Mélanie Correur, hôtel Vanneau, rue Vanneau. Du Poisat se trouvait là en compatriote. Il était né, ainsi que madame Correur, à Coulonges, une petite ville de l'arrondissement de Niort. Son père, un huissier, l'avait envoyé faire son droit à Paris, où il lui servait une pension de 100 francs par mois, bien qu'il eût gagné des sommes fort rondes en prêtant à la petite semaine. La fortune du bonhomme restait même si inexplicable dans le pays qu'on l'accusait d'avoir trouvé un trésor au fond d'une vieille armoire dont il avait opéré la saisie. Dès les premiers temps de la propagande bonapartiste, Rougon utilisa ce garçon maigre qui mangeait rageusement ses 100 francs par mois avec des sourires inquiétants. Et ils trempèrent ensemble dans les besognes les plus délicates. Plus tard, lorsque Rougon voulut entrer à l'Assemblée législative, ce fut du Poisat qui alla emporter son élection de haute lutte dans les Deux-Sèvres. Puis, après le coup d'État, Rougon, à son tour, travailla pour du Poisat en le faisant nommer sous-préfet à Bressuire. Le jeune homme, âgé à peine de 30 ans, avait voulu triompher dans son pays, à quelques lieues de son père, dont l'avarice le torturait depuis sa sortie du collège. « Et le papa du Poisat, comment va-t-il » demanda Rougon sans lever les yeux. « Trop bien, » répondit l'autre carrément. « Il a chassé sa dernière domestique, parce qu'elle mangeait 3 livres de pain. Maintenant, il a 2 fusils chargés derrière sa porte, et quand je vais le voir... »
Il faut que je parlemente par-dessus le mur de la cour. » Tout en causant, Dupoisat s'était penché, et il fouillait du bout des doigts dans la coupe de bronze où traînaient des fragments de papier à demi consumés. Rougon, s'étant aperçu de ce jeu, leva vivement la tête. Il avait toujours eu une légère peur de son ancien lieutenant, dont les dents blanches mal rangées ressemblaient à celles d'un jeune loup. Sa grande préoccupation, autrefois, lorsqu'ils travaillaient ensemble, était de ne pas lui laisser entre les mains la moindre pièce compromettante. Aussi, en voyant qu'il cherchait à lire les mots restés intacts, jeta-t-il dans la coupe une poignée de lettres enflammées. Dupoisat comprit parfaitement, mais il eut un sourire, il plaisanta. « C'est le grand nettoyage, » murmura-t-il. Et, prenant une paire de longs ciseaux, il s'en servit comme d'une paire de pincettes. Il rallumait à la bougie les lettres qui s'éteignaient. Il faisait brûler en l'air les boules de papier trop serrées. Il remuait les débris embrasés comme s'il avait agité l'alcool flambant d'un bol de punch. Dans la coupe, des étincelles vives couraient, tandis qu'une fumée bleuâtre montait, roulait doucement jusqu'à la fenêtre ouverte. La bougie s'effarait par instants, puis brûlait avec une flamme toute droite, très haute. « Votre bougie a l'air d'un cierge, » dit encore Dupoisat en ricanant. « Hein ? Quel enterrement, mon pauvre ami ! Comme on a des morts à coucher dans la cendre. » Rougon allait répondre lorsqu'un nouveau bruit vint dans l'antichambre. Merle, une seconde fois, défendait la porte, et, comme les voix grandissaient, « De Lestan, ayez donc l'obligeance de voir ce qui se passe, » dit Rougon. « Si je me montre, nous allons être envahis. » De Lestan ouvrit prudemment la porte, qu'il referma derrière lui. Mais il passa presque aussitôt la tête en murmurant « C'est Kahn qui est là. »« Eh bien, qu'il entre, » dit Rougon. « Mais lui seulement, entendez-vous ?» Et il appela Merle pour lui renouveler ses ordres. « Je vous demande pardon, mon cher ami, » reprit-il en se tournant vers M. Kahn, quand l'huissier fut sorti. « Mais je suis si occupé. Asseyez-vous à côté de Dupoisat et ne bougez plus. Autrement, je vous flanque à la porte tous les deux. » Le député ne parut pas ému le moins du monde de cet accueil brutal. Il était fait au caractère de Rougon. Il prit un fauteuil, s'assit à côté de Dupoisat, qui allumait un second cigare. Puis, après avoir soufflé, « Il fait déjà chaud. Je viens de la rue Marbeuf. Je croyais vous trouver encore chez vous. » Rougon ne répondit rien. Il y eut un silence. Il froissait des papiers, les jetait dans une corbeille qu'il avait attirée près de lui. « J'ai à causer avec vous, » reprit M. Kahn. « Causez, causez, » dit Rougon. « Je vous écoute. » Mais le député sembla tout d'un coup s'apercevoir du désordre qui régnait dans la pièce. « Que faites-vous donc ?» demanda-t-il avec une surprise parfaitement jouée. « Vous changez de cabinet ?» La voix était si juste que de Lestan eut la complaisance de se déranger pour mettre un moniteur sous les yeux de M. Kahn. « Ah, mon Dieu !» cria ce dernier, dès qu'il eut jeté un regard sur le journal. « Je croyais la chose arrangée d'hier soir. C'est un vrai coup de foudre, mon cher ami. » Il s'était levé, il serrait les mains de Rougon. Celui-ci se taisait, en le regardant. Sur sa grosse face, 2 grands plis moqueurs coupaient les coins des lèvres. Et, comme Dupoisat prenait des airs indifférents, il les soupçonna de s'être vus le matin. D'autant plus que M. Kahn avait négligé de paraître étonné en apercevant le sous-préfet. L'un devait être venu au Conseil d'État, tandis que l'autre courait rue Marbeuf. De cette façon, ils étaient certains de ne pas le manquer. « Alors, vous aviez quelque chose à me dire ?» reprit Rougon de son air paisible. « Ne parlons plus de ça, mon cher ami, » s'écria le député. « Vous avez assez de tracas. Je n'irai bien sûr pas, dans un jour pareil, vous tourmenter encore avec mes misères. Non, ne vous gênez pas. Dites toujours. Eh bien, c'est pour mon affaire. Vous savez, pour cette maudite concession. Je suis même content que Dupoisat soit là. Il pourra nous fournir certains renseignements. »
Et, longuement, il exposa le point où en était son affaire. Il s'agissait d'un chemin de fer de Niort à Angers, dont il caressait le projet depuis 3 ans. La vérité était que cette voie ferrée passait à Bressuire, où il possédait des hauts fourneaux dont elle devait décupler la valeur. Jusque-là, les transports restaient difficiles, l'entreprise végétait. Puis, il y avait dans la mise en action du projet tout un espoir de pêche en eau trouble des plus productives. Aussi, M. Kahn déployait-il une activité prodigieuse pour obtenir la concession. Rougon l'appuyait énergiquement et la concession allait être accordée lorsque M. de Marcy, ministre de l'Intérieur, fâché de n'être pas dans l'affaire, où il flairait des tripotages superbes, très désireux d'autre part d'être désagréable à Rougon, avait employé toute sa haute influence à combattre le projet. Il venait même, avec l'audace qui le rendait si redoutable, de faire offrir la concession par le ministre des Travaux publics au directeur de la Compagnie de l'Ouest, et il répandait le bruit que la compagnie seule pouvait mener à bien un embranchement dont les travaux demandaient des garanties sérieuses. M. Kahn allait être dépouillé. La chute de Rougon consommait sa ruine. « J'ai appris hier, dit-il, qu'un ingénieur de la compagnie était chargé d'étudier un nouveau tracé. Avez-vous eu vent de la chose, Dupoisat ?»« Parfaitement, répondit le sous-préfet. Les études sont même commencées. On cherche à éviter le coude que vous faisiez pour venir passer à Bressuire. La ligne filerait droit par Parthenay et par Thouars. » Le député eut un geste de découragement. « C'est de la persécution, murmura-t-il. Qu'est-ce que ça leur ferait de passer devant mon usine ? Mais je protesterai, j'écrirai un mémoire contre leur tracé. Je retourne à Bressuire avec vous. »« Non, ne m'attendez pas, dit Dupoisat en souriant. Il paraît que je vais donner ma démission. » M. Kahn se laissa aller dans son fauteuil, comme sous le coup d'une dernière catastrophe. Il frottait son collier de barbe à 2 mains. Il regardait Rougon d'un air suppliant. Celui-ci avait lâché ses dossiers. Les coudes sur le bureau, il écoutait. « Vous voulez un conseil, n'est-ce pas ?» dit-il enfin d'une voix rude. « Eh bien, faites les morts, mes bons amis. Tâchez que les choses restent en l'état et attendez que nous soyons les maîtres. Dupoisat va donner sa démission parce que, s'il ne la donnait pas, il la recevrait avant 15 jours. Quant à vous, Kahn, écrivez à l'empereur. Empêchez par tous les moyens que la concession ne soit accordée à la Compagnie de l'Ouest. Vous ne l'obtiendrez certes pas, mais tant qu'elle ne sera à personne, elle pourra être à vous plus tard. » Et, comme les 2 hommes hochaient la tête, « C'est tout ce que je puis pour vous, » reprit-il plus brutalement. « Je suis par terre. Laissez-moi le temps de me relever. Est-ce que j'ai la mine triste ? Non, n'est-ce pas ? Eh bien, faites-moi le plaisir de ne plus avoir l'air de suivre mon convoi. Moi, je suis ravi de rentrer dans la vie privée. Enfin, je vais donc pouvoir me reposer un peu. » Il respira fortement, croisant les bras, berçant son grand corps. Et M. Kahn ne parla plus de son affaire. Il affecta l'air dégagé de Dupoisat, tenant à montrer une liberté d'esprit complète. Delestan avait attaqué un autre cartonnier. Il faisait derrière les fauteuils un si petit bruit qu'on eût dit, par instant, le bruit discret d'une bande de souris lâchées au milieu des dossiers. Le soleil, qui marchait sur le tapis rouge, écornait le bureau d'un angle de lumière blonde, dans lequel la bougie continuait à brûler, toute pâle. Cependant, une causerie intime s'était engagée. Rougon, qui ficelait de nouveau ses paquets, assurait que la politique n'était pas son affaire. Il souriait d'un air bonhomme, tandis que ses paupières, comme lasses, retombaient sur la flamme de ses yeux. Lui aurait voulu avoir d'immenses terres à cultiver, avec des champs qu'il creuserait à sa guise, avec des troupeaux de bêtes, des chevaux, des bœufs, des moutons, des chiens, dont il serait le roi absolu. Et il racontait qu'autrefois, à Plassans, lorsqu'il n'était encore qu'un petit avocat de province, sa grande joie consistait à partir en blouse, à chasser pendant des journées dans les gorges de la Seille, où il abattait des aigles. Il se disait paysan,
Son grand-père avait pioché la terre. Puis, il en vint à faire l'homme dégoûté du monde. Le pouvoir l'ennuyait. Il allait passer l'été à la campagne. Jamais il ne s'était senti plus léger que depuis le matin. Et il imprimait à ses fortes épaules un haussement formidable, comme s'il avait jeté bas un fardeau. « Qu'aviez-vous ici comme président ? 80 000 francs ?» demanda M. Kahn. Il dit oui, d'un signe de tête. « Et il ne va vous rester que vos 30 000 francs de sénateur. » Que lui importait ? Il vivait de rien. Il ne se connaissait pas de vice, ce qui était vrai. Ni joueur, ni coureur, ni gourmand. Il rêvait d'être le maître chez lui, voilà tout. Et fatalement, il revint à son idée d'une ferme, dans laquelle toutes les bêtes lui obéiraient. C'était son idéal, avoir un fouet et commander, être supérieur, plus intelligent et plus fort. Peu à peu, il s'anima, il parla des bêtes comme il aurait parlé des hommes, disant que les foules aiment le bâton, que les bergers ne conduisent leurs troupeaux qu'à coups de pierre. Il se transfigurait, ses grosses lèvres gonflées de mépris, sa face entière suant la force. Dans son poing fermé, il agitait un dossier qu'il semblait prêt de jeter à la tête de M. Kahn et de Dupoisat, inquiet et gêné devant ce brusque accès de fureur. « L'empereur a bien mal agi, » murmura Dupoisat. Alors, tout d'un coup, Rougon se calma. Sa face devint grise, son corps s'avachit dans une lourdeur d'homme obèse. Il se mit à faire l'éloge de l'empereur, d'une façon outrée. C'était une puissante intelligence, un esprit d'une profondeur incroyable. Dupoisat et M. Kahn échangèrent un coup d'œil. Mais Rougon renchérissait encore en parlant de son dévouement, en disant avec une grande humilité qu'il avait toujours été fier d'être un simple instrument aux mains de Napoléon III. Il finit même par impatienter Dupoisat, garçon d'une vivacité fâcheuse. Et une querelle s'engagea. Dupoisat parlait amèrement de tout ce que Rougon et lui avaient fait pour l'Empire, de 1848 à 1851, lorsqu'il crevait la faim chez Madame Mélanie Correur. Il racontait des journées terribles, pendant la première année surtout, des journées passées à patauger dans la boue de Paris pour racoler des partisans. Plus tard, ils avaient risqué leur peau 20 fois. N'était-ce pas Rougon qui, le matin du 2 décembre, s'était emparé du palais Bourbon à la tête d'un régiment de ligne ? À ce jeu, on jouait sa tête. Et aujourd'hui, on le sacrifiait, victime d'une intrigue de cour. Mais Rougon protestait. Il n'était pas sacrifié. Il se retirait pour des raisons personnelles. Puis, comme Dupoisat, tout à fait lancé, traitait les gens des Tuileries de cochons, il finit par le faire taire, en assonnant un coup de poing sur le bureau de Palissandre, qui craqua. « C'est bête, hein, tout ça, » dit-il simplement. « Vous allez un peu loin, » murmura M. Kahn. De Lestan, très pâle, s'était mis debout, derrière les fauteuils. Il ouvrit doucement la porte pour voir si personne n'écoutait. Mais il n'aperçut, dans l'antichambre, que la haute silhouette de Merle, dont le dos tourné avait un grand air de discrétion. Le mot de Rougon avait fait rougir Dupoisat, qui se tut, dégrisé, mâchant son cigare d'un air mécontent. « Sans doute, l'empereur est mal entouré, » reprit Rougon après un silence. « Je me suis permis de le lui dire, et il a souri. Il a même daigné plaisanter, en ajoutant que mon entourage ne valait pas mieux que le sien. » Dupoisat et M. Kahn eurent un rire contraint. Ils trouvèrent le mot très joli. « Mais, je le répète, » continua Rougon d'une voix particulière, « je me retire de mon plein gré. Si l'on vous interroge, vous qui êtes de mes amis, affirmez qu'hier soir encore j'étais libre de reprendre ma démission. Démentez aussi les commérages qui circulent à propos de cette affaire Rodriguez, dont on fait, paraît-il, tout un roman. J'ai pu me trouver, sur cette affaire, en désaccord avec la majorité du Conseil d'État, et il y a eu certainement là des froissements qui ont hâté ma retraite. Mais j'avais des raisons plus anciennes et plus sérieuses. J'étais résolu depuis longtemps à abandonner la haute situation que je devais à la bienveillance de l'empereur. » Il dit toute cette tirade en l'accompagnant d'un geste de la main droite dont il abusait lorsqu'il parlait à la Chambre.
Ces explications étaient évidemment destinées au public. M. Kahn et Dupoisat, qui connaissaient leur Rougon, tâchèrent, par des phrases habiles, de savoir la vérité vraie. Le grand homme, comme ils le nommaient familièrement entre eux, devait jouer quelque jeu formidable. Ils mirent la conversation sur la politique en général. Rougon plaisantait le régime parlementaire qu'il appelait le fumier des médiocrités. La Chambre, selon lui, jouissait encore d'une liberté absurde. On y parlait beaucoup trop. La France devait être gouvernée par une machine bien montée, l'empereur au sommet, les grands corps et les fonctionnaires au-dessous, réduits à l'état de rouage. Il riait, sa poitrine sautait, pendant qu'il outrait son système avec une rage de mépris contre les imbéciles qui demandent des gouvernements forts. « Mais, interrompit M. Kahn, l'empereur en haut, tous les autres en bas, ce n'est guère que pour l'empereur, cela. » « Quand on s'ennuie, on s'en va, » dit tranquillement Rougon. Il sourit, puis il ajouta « On attend que cela soit amusant, et l'on revient. » Il y eut un long silence. M. Kahn se mit à frotter son collier de barbe, satisfait, sachant ce qu'il voulait savoir. La veille, à la Chambre, il avait deviné juste, quand il insinuait que Rougon, voyant son crédit ébranlé aux Tuileries, était allé de lui-même au-devant d'une disgrâce, pour faire peau neuve. L'affaire Rodriguez lui offrait une superbe occasion de tomber en honnête homme. « Et que dit-on » demanda Rougon pour rompre le silence. « Moi, j'arrive, » répondit Dupoisat. « Cependant, tout à l'heure, dans un café, j'ai entendu un monsieur décoré qui approuvait vivement votre retraite. »« Hier, Béjoin était très affecté, » déclara à son tour M. Kahn. « Béjoin vous aime beaucoup. C'est un garçon un peu éteint, mais d'une grande solidité. Le petit Larouquette lui-même m'a paru très convenable. Il parle de vous en excellents termes. » Et la conversation continua sur les uns et sur les autres. Rougon, sans le moindre embarras, posait des questions, se faisait faire un rapport exact par le député, qui lui donna complaisamment les notes les plus précises sur l'attitude du corps législatif à son égard. « Cet après-midi, » interrompit Dupoisat, qui souffrait de n'avoir aucun renseignement à fournir, « je me promènerai dans Paris et demain matin, au saut du lit, j'en aurai long à vous conter. »« À propos, » s'écria M. Kahn en riant, « j'oubliais de vous parler de Comblot. Non, jamais je n'ai vu un homme plus gêné. » Mais il s'arrêta devant un clignement d'yeux de Rougon, qui lui montrait le dos de Delestan, en ce moment monté sur une chaise et occupé à débarrasser le dessus d'une bibliothèque où des journaux s'entassaient. M. de Comblot avait épousé une sœur de Delestan. Ce dernier, depuis la disgrâce de Rougon, souffrait un peu de sa parenté avec un chambellan. Aussi voulut-il montrer quelque crânerie. Il se tourna, il dit avec un sourire. « Pourquoi ne continuez-vous pas ? Comblot est un sot, hein ? Voilà le mot lâché. » Cette exécution aisée d'un beau-frère égaya beaucoup ces messieurs. Delestan, voyant son succès, poussa les choses jusqu'à se moquer de la barbe de Comblot, cette fameuse barbe noire, si célèbre parmi les dames. Puis, sans transition, il prononça gravement ces paroles en jetant un paquet de journaux sur le tapis. « Ce qui fait la tristesse des uns fait la joie des autres. » Cette vérité ramena dans la conversation le nom de M. de Marcy. Rougon, le nez baissé, comme perdu au fond d'un portefeuille dont il examinait chaque poche, laissa ses amis se soulager. Il parlait de Marcy avec un emportement d'homme politique se ruant sur un adversaire. Les mots grossiers, les accusations abominables, les histoires vraies exagérées jusqu'au mensonge, pleuvaient dru. Dupoisat, qui avait connu Marcy autrefois, avant l'Empire, affirmait qu'il était alors entretenu par sa maîtresse, et une baronne dont il avait mangé les diamants en 3 mois. M. Kahn prétendait que pas une affaire véreuse ne traînait sur la place de Paris sans qu'on trouvât dedans la main de Marcy. Et ils s'échauffaient l'un l'autre, ils se renvoyaient des faits de plus en plus forts. Dans une entreprise de mine, Marcy avait touché un pot de vin de 1500 000 francs. Il venait d'offrir, le mois dernier, un hôtel à la petite Florence, des bouffes, une bagatelle de 600 000 francs.
sa part d'un trafic sur les actions des chemins de fer du Maroc. Il n'y avait pas 8 jours enfin, la grande affaire des canaux égyptiens, lancée par des créatures à lui, s'était écroulée avec un immense scandale. Les actionnaires ayant su que pas un coup de pioche n'avait été donné depuis 2 ans qu'ils opéraient des versements. Puis ils se jetèrent sur sa personne elle-même, s'efforçant de rapetisser sa haute mine d'aventurier élégant, parlant de maladies anciennes qui lui joueraient plus tard un mauvais tour, allant jusqu'à attaquer la galerie de tableaux qu'il réunissait alors. « C'est un bandit tombé dans la peau d'un vaudevilliste », finit par dire Dupoisat. Rougon releva lentement la tête. Il regarda les 2 hommes de ses gros yeux. « Vous voilà bien avancés, dit-il. Marcy fait ses affaires, parbleu. Comme vous voulez faire les vôtres. Nous ne nous entendons guère. Si je puis même lui casser les reins quelques jours, je les lui casserai volontiers. Mais tout ce que vous racontez là n'empêche pas que Marcy soit d'une jolie force. Si la fantaisie l'en prenait, il ne ferait qu'une bouchée de vous 2, je vous en préviens. » Et il quitta son fauteuil, las d'être assis, étirant ses membres. Puis il ajouta dans un gros bâillement. « D'autant plus, mes bons amis, que maintenant je ne pourrai plus me mettre en travers. »« Oh, si vous vouliez, murmura Dupoisat avec un sourire mince. Vous mèneriez Marcy fort loin. Vous avez bien ici quelques papiers qu'il achèterait cher. Tenez, là-bas, le dossier Lardenois, cette aventure dans laquelle il a joué un singulier rôle. Je reconnais une lettre de lui, très curieuse, que je vous ai apportée moi-même dans le temps. » Rougon était allé jeter dans la cheminée les papiers dont il avait peu à peu empli la corbeille. La coupe de bronze ne suffisait plus. « On s'assomme, on ne s'égratigne pas, dit-il en haussant dédaigneusement les épaules. Tout le monde a de ces lettres bêtes qui traînent chez les autres. » Et il prit la lettre, l'enflamma à la bougie, s'en servit comme d'une allumette pour mettre le feu au tas de papier dans la cheminée. Il resta là, un instant, accroupi, énorme, à surveiller les feuilles embrasées qui roulaient jusque sur le tapis. Certains gros papiers administratifs noircissaient, se tordaient comme des lames de plomb. Des billets, des chiffons salis de vilaines écritures, brûlaient avec des petites langues bleues, tandis que, dans le brasier ardent, au milieu d'un pullulement d'étincelles, des fragments consumés restaient intacts, lisibles encore. À ce moment, la porte s'ouvrit, toute grande. Une voix disait en riant « Bien, bien, je vous excuserai, Merle, je suis de la maison. Si vous m'empêchiez d'entrer par ici, je ferai le tour par la salle des séances, parbleu. » C'était M. d'Escorail, que Rougon, depuis 6 mois, avait fait nommer auditeur au Conseil d'État. Il amenait à son bras la jolie Madame Bouchard, toute fraîche dans une toilette claire de printemps. « Allons bon, des femmes, maintenant, » murmura Rougon. Il ne quitta pas la cheminée tout de suite. Il demeura par terre, tenant la pelle, sous laquelle il étouffait la flamme, de peur d'incendie. Et il levait sa large face, l'air maussade. M. d'Escorail ne se déconcerta pas. Lui et la jeune femme, dès le seuil, avaient cessé de se sourire, pour prendre une figure de circonstance. « Cher maître, dit-il, je vous amène une de vos amies qui tenait absolument à vous apporter ses regrets. Nous avons lu le Moniteur ce matin. »« Vous avez lu le Moniteur, vous autres ?» gronda Rougon, qui se décida enfin à se mettre debout. Mais il aperçut une personne qu'il n'avait pas encore vue. Il murmura, après avoir cligné les yeux. « Ah, monsieur Bouchard !» C'était le mari, en effet. Il venait d'entrer, derrière les jupes de sa femme, silencieux et digne. Monsieur Bouchard avait 60 ans, la tête toute blanche, l'œil éteint, la face comme usée par ses 25 années de service administratif. Lui ne prononça pas une parole. Il prit d'un air pénétré la main de Rougon, qu'il secoua 3 fois, de haut en bas, énergiquement. « Eh bien, dit ce dernier, vous êtes très gentils d'être tous venus me voir. Seulement, vous allez diablement me gêner. Enfin, mettez-vous de ce côté-là. Dupoisat, donnez votre fauteuil à madame. » Il se tournait lorsqu'il se trouva en face du colonel Joblin. « Vous aussi, colonel » cria-t-il.
La porte était restée ouverte. Merle n'avait pu s'opposer à l'entrée du colonel qui montait l'escalier derrière les talons des Bouchard. Il tenait son fils par la main, un grand galopin de 15 ans, alors élève de 3e au lycée Louis-le-Grand. « J'ai voulu vous amener Auguste, dit-il. C'est dans le malheur que se révèlent les vrais amis. Auguste, donne une poignée de main. » Mais Rougon s'élançait vers l'antichambre en criant « Fermez donc la porte, Merle. À quoi pensez-vous? Tout Paris va entrer. » L'huissier montra sa face calme en disant « C'est qu'ils vous ont vu, monsieur le président. » Et il dut s'effacer pour laisser passer les Charbonnel. Ils arrivaient sur une même ligne, sans se donner le bras, soufflant, désolés, ahuris. Ils parlèrent en même temps. « Nous venons de voir le moniteur. Ah, quelle nouvelle! Comme votre pauvre mère va être désolée. Et nous, dans quelle triste position cela nous met ?» Ceux-là, plus naïfs que les autres, allaient tout de suite exposer leurs petites affaires. Rougon les fit taire. Il poussa un verrou caché sous la serrure de la porte en murmurant qu'on pouvait l'enfoncer maintenant. Puis, voyant que pas un de ses amis ne semblait décidé à quitter la place, il se résigna. Il tâcha d'achever sa besogne au milieu des 9 personnes qui emplissaient le cabinet. Le déménagement des papiers avait fini par bouleverser la pièce. Sur le tapis, une débandade de dossiers traînait, si bien que le colonel et M. Bouchard, qui voulurent gagner l'embrasure d'une fenêtre, durent prendre les plus grandes précautions pour ne pas écraser en chemin quelque affaire importante. Tous les sièges étaient encombrés de paquets ficelés. Madame Bouchard seule avait pu s'asseoir sur un fauteuil resté libre. Et elle souriait aux galanteries de Dupoisat et de M. Kahn, pendant que M. d'Escorail, ne trouvant plus de tabouret, lui glissait sous les pieds une épaisse chemise bleue bourrée de lettres. Les tiroirs du bureau, culbutés dans un coin, permirent au Charbonnel de s'accroupir un instant pour reprendre haleine, tandis que le jeune Auguste, ravi de tomber dans ce remue-ménage, furetait, disparaissait derrière la montagne de carton au milieu de laquelle Delestan semblait se retrancher. Ce dernier faisait beaucoup de poussière en jetant de haut les journaux de la bibliothèque. Madame Bouchard eut une légère toux. « Vous avez tort de rester dans cette saleté, » dit Rougon, occupé à vider les cartons qu'il avait prié Delestan de ne point toucher. Mais la jeune femme, toute rose d'avoir toussé, lui assura qu'elle était très bien, que son chapeau ne craignait pas la poussière, et la bande se lança dans les condoléances. L'empereur, vraiment, ne se souciait guère des intérêts du pays, pour se laisser circonvenir par des personnages si peu dignes de sa confiance. La France faisait une perte. D'ailleurs, c'était toujours ainsi. Une grande intelligence devait liguer contre elle toutes les médiocrités. « Les gouvernements sont ingrats, » déclara M. Kahn. « Tant pis pour eux, » dit le colonel. « Ils se frappent en frappant leurs serviteurs. » Mais M. Kahn voulut avoir le dernier mot. Il se tourna vers Rougon. « Quand un homme comme vous tombe, c'est un deuil public. » La bande approuva. « Oui, oui, un deuil public. » Sous la brutalité de ces éloges, Rougon leva la tête. Ses joues grises s'allumaient d'une lueur. Sa face entière avait un sourire contenu de jouissance. Il était coquet de sa force, comme une femme l'est de sa grâce, et il aimait à recevoir les flatteries à bout portant dans sa large poitrine, assez solide pour n'être écrasé par aucun pavé. Cependant, il devenait évident que ses amis se gênaient les uns les autres. Ils se guettaient du regard, cherchant à s'évincer, ne voulant pas parler haut. À présent que le grand homme paraissait dompté, l'heure pressait d'en arracher une bonne parole. Et ce fut le colonel qui prit un parti le premier. Il emmena dans une embrasure Rougon, qui le suivit docilement, un carton sous le bras. « Avez-vous songé à moi ?» lui demanda-t-il tout bas, avec un sourire aimable. « Parfaitement. Votre nomination de commandeur m'a encore été promise il y a 4 jours. Seulement, vous sentez qu'aujourd'hui, il m'est impossible de rien affirmer. Je crains, je vous l'avoue, que mes amis ne reçoivent le contre-coup de ma disgrâce. » Les lèvres du colonel tremblèrent d'émotion. Il balbutia qu'il fallait lutter, qu'il lutterait lui-même. Puis, brusquement, il se tourna. Il appela « Auguste !»
Le galopin était à quatre pattes sous le bureau, en train de lire les titres des dossiers, ce qui lui permettait de jeter des coups d'œil luisants sur les petites bottines de madame Bouchard. Il accourut. « Voilà mon gaillard, » reprit le colonel à demi-voix. « Vous savez qu'il faudra me caser cette vermine-là un de ces jours. Je compte sur vous. J'hésite encore entre la magistrature et l'administration. Donne une poignée de main, Auguste, pour que ton bon ami se souvienne de toi. » Pendant ce temps, madame Bouchard, qui mordillait son gant d'impatience, s'était levée et avait gagné la fenêtre de gauche, en ordonnant d'un regard à M. d'Escorail de la suivre. Le mari se trouvait déjà là, les coudes sur la barre d'appui, à regarder le paysage. En face, les grands marronniers des Tuileries avaient un frisson de feuilles dans le soleil chaud, tandis que la Seine, du pont Royal au pont de la Concorde, roulait des eaux bleues, toutes pailletées de lumière. Madame Bouchard se tourna tout d'un coup en criant « Oh, monsieur Rougon, venez donc voir !» Et, comme Rougon se hâtait de quitter le colonel pour obéir, Dupoisat, qui avait suivi la jeune femme, se retira discrètement, alla rejoindre M. Kahn à la fenêtre du milieu. « Tenez, ce bateau chargé de briques qui a failli sombrer, » racontait madame Bouchard. Rougon resta là complaisamment, au soleil, jusqu'à ce que M. d'Escorail, sur un nouveau regard de la jeune femme, lui dit « Monsieur Bouchard veut donner sa démission. Nous vous l'avons amené pour que vous le raisonniez. » Alors, M. Bouchard expliqua que les injustices le révoltaient. « Oui, monsieur Rougon, j'ai commencé par être expéditionnaire à l'intérieur, et je suis arrivé au poste de chef de bureau sans rien devoir à la faveur ni à l'intrigue. Je suis chef du bureau depuis 47. Eh bien, le poste de chef de division a déjà été 5 fois vacant, 4 fois sous la République et 1 fois sous l'Empire, sans que le ministre ait songé à moi, qui avait des droits hiérarchiques. Maintenant, vous n'allez plus être là pour tenir la promesse que vous m'aviez faite, et j'aime mieux me retirer. » Rougon dut le calmer. La place n'était toujours pas donnée à un autre. Si elle lui échappait cette fois encore, ce ne serait qu'une occasion perdue, une occasion qui se retrouverait certainement. Puis il prit les mains de madame Bouchard en la complimentant d'un air paternel. La maison du chef de bureau était la première qu'il eût accueillie lors de son arrivée à Paris. C'était là qu'il avait rencontré le colonel, cousin germain du chef de bureau. Plus tard, lorsque M. Bouchard hérita de son père à 54 ans et se trouva tout d'un coup mordu du désir de se marier, Rougon servit de témoin à madame Bouchard, née Adèle des Vignes, une demoiselle très bien élevée, d'une honorable famille de Rambouillet. Le chef de bureau avait voulu une jeune fille de province parce qu'il tenait à l'honnêteté. Adèle, blonde, petite, adorable, avec la naïveté un peu fade de ses yeux bleus, en était à son 3e amant, au bout de 4 ans de mariage. « Là, ne vous tourmentez pas, » dit Rougon, qui lui serrait toujours les poignets dans ses grosses mains. « Vous savez bien qu'on fait tout ce que vous voulez. Jules vous dira, ces jours-ci, où nous en sommes. » Et il prit à part M. d'Escorail pour lui annoncer qu'il avait écrit le matin à son père afin de le tranquilliser. Le jeune auditeur devait conserver tranquillement sa situation. La famille d'Escorail était une des plus anciennes familles de Plassans où elle jouissait de la vénération publique. Aussi, Rougon, qui autrefois avait traîné des souliers éculés devant l'hôtel du vieux marquis, père de Jules, mettait-il son orgueil à protéger le jeune homme. La famille gardait un culte dévot pour Henri V, tout en permettant que l'enfant se ralliât à l'Empire. C'était un résultat de l'abomination des temps. À la fenêtre du milieu, qu'ils avaient ouverte pour mieux s'isoler, M. Kahn et Dupoisat causaient, en regardant au loin les toits des Tuileries qui bleuissaient dans une poussière de soleil. Ils se tâtaient, ils lâchaient des mots coupés par de grands silences. Rougon était trop vif. Il n'aurait pas dû se fâcher à propos de cette affaire Rodriguez, si facile à arranger. Puis, les yeux perdus, M. Kahn murmura, comme se parlant à lui-même. « On sait que l'on tombe, on ne sait jamais si l'on se relèvera. » Dupoisat finit de n'avoir pas entendu. Et, longtemps après, il dit « Oh, c'est un garçon très fort. » Alors, le député se tourna brusquement, lui parla très vite, dans la figure. « Là, entre nous, j'ai peur pour lui. Il joue avec le feu.
Certes, nous sommes ses amis, et il n'est pas question de l'abandonner. Je tiens à constater seulement qu'il n'a guère songé à nous, dans tout ceci. Ainsi, moi, par exemple, j'ai entre les mains des intérêts énormes qu'il vient de compromettre par son coup de tête. Il n'aurait pas le droit de m'en vouloir, n'est-ce pas ? Si j'allais maintenant frapper à une autre porte, car enfin, ce n'est pas seulement moi qui souffre, ce sont aussi les populations. Il faut frapper à une autre porte, répéta Dupoisat avec un sourire. Mais l'autre, pris d'une colère subite, lâcha la vérité. Est-ce que c'est possible ? Ce diable d'homme vous fâche avec tout le monde. Quand on est de sa bande, on a une affiche dans le dos. Il se calma, soupirant, regardant du côté de l'Arc de Triomphe, dont le bloc de pierre grisâtre émergeait de la nappe verte des Champs-Élysées. Il reprit doucement. « Que voulez-vous ? Moi, je suis d'une fidélité bête. » Le colonel, depuis un instant, se tenait debout derrière ces messieurs. « La fidélité est le chemin de l'honneur, » dit-il de sa voix militaire. Dupoisat et M. Kahn s'écartèrent pour faire place au colonel, qui continua. « Rougon contracte aujourd'hui une dette envers nous. Rougon ne s'appartient plus. » Ce mot eut un succès énorme. Non, certes, Rougon ne s'appartenait plus. Et il fallait le lui dire nettement, pour qu'il comprît ses devoirs. Tous trois baissèrent la voix, complotant, se distribuant des espérances. Parfois, il se retournait, il jetait un coup d'œil dans la vaste pièce pour voir si quelque ami n'accaparait pas trop longtemps le grand homme. Maintenant, le grand homme ramassait les dossiers tout en continuant de causer avec madame Bouchard. Cependant, dans le coin où ils étaient restés silencieux et gênés jusque-là, les Charbonnel se disputaient. À 2 reprises, ils avaient tenté de s'emparer de Rougon, qui s'était laissé enlever par le colonel et la jeune femme. Monsieur Charbonnel finit par pousser madame Charbonnel vers lui. « Ce matin, balbutia-t-elle, nous avons reçu une lettre de votre mère. » Il ne la laissa pas achever. Il emmena lui-même les Charbonnel dans l'embrasure de droite, lâchant une fois encore les dossiers, sans trop d'impatience. « Nous avons reçu une lettre de votre mère, » répéta madame Charbonnel. Et elle allait lire la lettre lorsqu'il la lui prit pour la parcourir d'un regard. Les Charbonnel, anciens marchands d'huile de Plassans, étaient les protégés de madame Félicité, comme on nommait dans sa petite ville la mère de Rougon. Elle les lui avait adressés à l'occasion d'une requête qu'ils présentaient au Conseil d'État. Un de leurs petits cousins, un sieur Chevassu, avoué à Faverolles, le chef-lieu d'un département voisin, était mort en laissant une fortune de 500 000 francs aux sœurs de la Sainte Famille. Les Charbonnel, qui n'avaient jamais compté sur l'héritage, devenus brusquement héritiers par la mort d'un frère du défunt, crièrent alors à la captation. Et, comme la communauté demandait au Conseil d'État d'être autorisée à accepter le legs, ils quittèrent leur vieille demeure de Plassans, ils accoururent à Paris se loger rue Jacob, hôtel du Périgord, pour suivre leur affaire de près. Et l'affaire traînait depuis 6 mois. « Nous sommes bien tristes, » soupirait madame Charbonnel, pendant que Rougon lisait la lettre. « Moi, je ne voulais pas entendre parler de ce procès, mais monsieur Charbonnel répétait qu'avec vous, c'était tout argent gagné, que vous n'aviez qu'un mot à dire pour nous mettre les 500 000 francs dans la poche. N'est-ce pas, monsieur Charbonnel ?» L'ancien marchand d'huile branla désespérément la tête. « C'était un chiffre, » continua la femme. « Ça valait la peine de bouleverser son existence. Ah oui, elle est bouleversée, notre existence. Savez-vous, monsieur Rougon, qu'hier encore la bonne de l'hôtel a refusé de changer nos serviettes sales, moi qui, à Plassans, ai 5 armoires de linge. » Et elle continua à se plaindre amèrement de Paris qu'elle abominait. Ils y étaient venus pour 8 jours, puis, espérant partir toutes les semaines, ils ne s'étaient rien fait envoyer. Maintenant que cela n'en finissait plus, ils s'entêtaient dans leur chambre garnie, mangeant ce que la bonne voulait bien leur servir, sans linge, presque sans vêtements. Ils n'avaient pas même une brosse, et madame Charbonnel faisait sa toilette avec un peigne cassé. Parfois, ils s'asseyaient sur leur petite malle, ils y pleuraient de lassitude et de rage. « Et cet hôtel est si mal fréquenté, »
murmura M. Charbonnel avec de gros yeux pudibonds. Il y a un jeune homme à côté de nous. On entend des choses. Rougon repliait la lettre. Ma mère, dit-il, vous donne l'excellent conseil de patienter. Je ne puis que vous engager à faire une nouvelle provision de courage. Votre affaire me paraît bonne. Mais me voilà parti, et je n'ose plus rien vous promettre. Nous quittons Paris demain, cria madame Charbonnel, dans un élan de désespoir. Mais, ce cri à peine lâché, elle devint toute pâle. M. Charbonnel dut la soutenir. Et ils restèrent un moment sans voix, les lèvres tremblantes, à se regarder, avec une grosse envie de pleurer. Ils faiblissaient. Ils avaient une douleur, comme si, brusquement, les 500 000 francs se fussent écroulés devant eux. Rougon continuait affectueusement. « Vous avez affaire à forte partie. Monseigneur Rochard, l'évêque de Faverolles, est venu en personne à Paris pour appuyer la demande des sœurs de la Sainte Famille. Sans son intervention, il y a longtemps que vous auriez gain de cause. Le clergé est malheureusement très puissant aujourd'hui. Mais je laisse ici des amis. J'espère pouvoir agir sans me mettre en avant. Vous avez attendu si longtemps que, si vous partez demain... » Nous resterons, se hâta de balbutier madame Charbonnel. Ah, monsieur Rougon, voilà un héritage qui nous aura coûté bien cher. Rougon revint vivement à ses papiers. Il promena un regard de satisfaction autour de la pièce, soulagé, ne voyant plus personne qui pût l'emmener encore dans une embrasure de fenêtre. Toute la bande était repue. En quelques minutes, il avança force à besogne. Il avait une gaieté à lui, brutale, se moquant des gens, se vengeant des ennuis qu'on lui imposait. Pendant un quart d'heure, il fut terrible pour ses amis, dont il venait d'écouter les histoires avec tant de complaisance. Il alla si loin, il se montra si dur pour la jolie madame Bouchard, que les yeux de la jeune femme s'emplirent de larmes, sans qu'elle cessât de sourire. Les amis riaient, accoutumés à ces coups de massue. Jamais leurs affaires n'allaient mieux qu'aux heures où Rougon s'exerçait les poings sur leur nuque. À ce moment, on frappa un coup discret à la porte. « Non, non, n'ouvrez pas !» cria-t-il à de Lestan qui se dérangeait. « Est-ce qu'on se moque de moi ? J'ai déjà la tête cassée. » Et, comme on ébranlait la porte plus violemment, « Ah, si je restais, dit-il entre ses dents, comme je flanquerais ce merle dehors !» On ne frappa plus. Mais tout d'un coup, dans un angle du cabinet, une petite porte s'ouvrit, donnant passage à une énorme jupe de soie bleue qui entra à reculons. Et cette jupe, très claire, très ornée de nœuds de ruban, demeura là un instant, à moitié dans la pièce, sans qu'on vît autre chose. Une voix de femme, toute fluette, parlait vivement au dehors. « Monsieur Rougon !» appela la dame en montrant enfin son visage. C'était madame Correur, avec un chapeau garni d'une botte de rose. Rougon, qui s'avançait, les poings fermés, furieux, plia les épaules et vint serrer la main de la nouvelle venue, en faisant le gros dos. « Je demandais à Merle comment il se trouvait ici, » dit madame Correur, en couvrant d'un regard tendre le grand diable d'huissier, debout et souriant devant elle. « Et vous, monsieur Rougon, êtes-vous content de lui ?»« Mais oui, certainement, » répondit Rougon d'une façon aimable. Merle gardait son sourire béat, les yeux fixés sur le cou gras de madame Correur. Elle se rengorgeait. Elle ramenait de la main les frisures de ses tempes. « Voilà qui va bien, mon garçon, » reprit-elle. « Quand je place quelqu'un, j'aime que tout le monde soit satisfait. Et si vous aviez besoin de quelques conseils, venez me voir le matin, vous savez, de 8 à 9. Allons, soyez sage. » Et elle entra dans le cabinet en disant à Rougon: « Il n'y a rien qui vaille les anciens militaires. » Puis, elle ne le lâcha pas. Elle lui fit traverser toute la pièce, le menant à petits pas devant la fenêtre, à l'autre bout. Elle le grondait de n'avoir point ouvert. Si Merle n'avait pas consenti à l'introduire par la petite porte, elle serait donc restée dehors ? Dieu savait pourtant si elle avait besoin de le voir, car enfin, il ne pouvait pas s'en aller ainsi sans lui dire où en étaient ses pétitions. Elle sortit de sa poche un petit carnet très riche, recouvert de moire rose. « Je n'ai vu le moniteur qu'après mon déjeuner, dit-elle. J'ai pris tout de suite un fiacre. Voyons,
Où en est l'affaire de madame Le Turc, la veuve du capitaine, qui demande un bureau de tabac? Je lui ai promis un résultat pour la semaine prochaine. Et l'affaire de cette demoiselle, vous savez, Herminie Bilcock, une ancienne élève de Saint-Denis, que son séducteur, un officier, consent à épouser, si quelque âme honnête veut bien avancer la dot réglementaire. Nous avions pensé à l'impératrice. Et toutes ces dames, madame Chardon, madame Testanière, madame Jalaguier, qui attendent depuis des mois. Rougon, paisiblement, donnait des réponses, expliquait les retards, descendait dans les détails les plus minutieux. Il fit pourtant comprendre à madame Correur qu'elle devait à présent compter beaucoup moins sur lui. Alors elle se désola, elle était si heureuse de rendre service. Qu'allait-elle devenir avec toutes ces dames? Et elle en arriva à parler de ses affaires personnelles que Rougon connaissait bien. Elle répétait qu'elle était une Martineau, des Martineaux de Coulonges. Une bonne famille de Vendée, où l'on pouvait citer jusqu'à 7 notaires de père en fils. Jamais elle ne s'expliquait nettement sur son nom de Correur. À l'âge de 24 ans, elle s'était enfuie avec un garçon boucher, à la suite de tout un été de rendez-vous, sous un hangar. Son père avait agonisé pendant 6 mois sous le coup de ce scandale, une monstruosité dont le pays s'entretenait toujours. Depuis ce temps, elle vivait à Paris, comme morte pour sa famille. 10 fois, elle avait écrit à son frère, maintenant à la tête de l'étude, sans pouvoir obtenir de lui une réponse. Et elle accusait de ce silence sa belle-sœur, une femme accurée, qui menait par le bout du nez cet imbécile de Martineau, disait-elle. Une de ses idées fixes était de retourner là-bas, comme Dupoisat, pour s'y montrer en femme cossue et respectée. « J'ai encore écrit, il y a 8 jours, murmura-t-elle. Je parie qu'elle jette mes lettres au feu. Pourtant, si Martineau mourait, il faudrait bien qu'elle m'ouvrît la maison toute grande. Ils n'ont pas d'enfants, j'aurais des affaires d'intérêt à régler. Martineau a 15 ans de plus que moi, et il est goûteux, m'a-t-on dit. » Puis, elle changea brusquement de voix, elle reprit. « Enfin, ne pensons pas à tout cela. C'est pour vous qu'il s'agit de travailler à 7 heures, n'est-ce pas, Eugène? On travaillera, vous verrez. Il faut bien que vous soyez tout pour que nous soyons quelque chose. Vous vous souvenez, en 51 ?» Rougon sourit, et, comme elle lui serrait maternellement les 2 mains, il se pencha à son oreille et murmura. « Si vous voyez Gilquin, dites-lui donc d'être raisonnable. Est-ce qu'il ne s'est pas avisé, l'autre semaine, après s'être fait mettre au poste, de donner mon nom pour que j'aille le réclamer ?» Madame Correur promit de parler à Gilquin, un de ses anciens locataires, du temps où Rougon logeait à l'hôtel Vaneau, garçon précieux à l'occasion, mais d'un débraillé très compromettant. « J'ai un fiacre en bas, je me sauve, dit-elle avec un sourire, tout haut en gagnant le milieu du cabinet. Et elle resta pourtant quelques minutes encore, désireuse de voir la bande s'en aller en même temps qu'elle. Pour décider le mouvement de retraite, elle offrit même de prendre quelqu'un avec elle dans son fiacre. Ce fut le colonel qui accepta, et il fut convenu que le petit Auguste monterait à côté du cocher. Alors commença une grande distribution de poignées de main. Rougon s'était mis près de la porte, ouverte toute grande. En passant devant lui, chacun avait une dernière phrase de condoléance. Monsieur Kahn, Dupoisat et le colonel allongèrent le cou, lui lâchèrent tout bas un mot dans l'oreille, pour qu'il ne les oubliât pas. Les Charbonnel étaient déjà sur la première marche de l'escalier, et madame Correur causait avec Merle au fond de l'antichambre, pendant que madame Bouchard, attendue à quelques pas par son mari et par monsieur d'Escorail, s'attardait encore devant Rougon, très gracieuse, très douce, lui demandant à quelle heure elle pourrait le voir, rue Marbeuf, tout seul, parce qu'elle était trop bête quand il y avait du monde. Mais le colonel, en l'entendant demander cela, revint brusquement. Les autres le suivirent. Il y eut une rentrée générale. « Nous irons tous vous voir !» criait le colonel. « Il ne faut pas que vous vous enterriez !» disaient plusieurs voix. Monsieur Kahn réclama du geste le silence. Puis il lança la fameuse phrase. « Vous ne vous appartenez pas, vous appartenez à vos amis et à la France. » Et ils partirent enfin. Rougon put refermer la porte. Il eut un gros soupir de soulagement. De Lestan,
qu'il avait oublié, sortit alors de derrière le tas de cartons, à l'abri duquel il venait d'achever le classement des papiers, en ami consciencieux. Il était un peu fier de sa besogne. Lui agissait pendant que les autres parlaient. Aussi reçut-il avec une véritable jouissance les remerciements très vifs du grand homme. Il n'y avait que lui pour rendre service. Il possédait un esprit d'ordre, une méthode de travail qui le mènerait loin, et Rougon trouva encore plusieurs autres choses flatteuses, sans qu'on pût savoir s'il ne se moquait pas. Puis, se tournant, jetant un coup d'œil dans tous les coins, « Mais voilà qui est fini, je crois, grâce à vous. Il n'y a plus qu'à donner l'ordre à Merle de me faire porter ces paquets-là chez moi. » Il appela l'huissier, lui indiqua ses papiers personnels. À toutes les recommandations, l'huissier répondait « Oui, monsieur le président. » « Hé, animal !» finit par crier Rougon agacé. « Ne m'appelez donc plus président, puisque je ne le suis plus. » Merle s'inclina, fit un pas vers la porte et resta là, à hésiter. Il revint, disant « Il y a en bas une dame à cheval qui demande monsieur. Elle a dit en riant qu'elle monterait bien avec le cheval si l'escalier était assez large. C'est seulement pour serrer la main à monsieur. » Rougon fermait déjà les poings, croyant à une plaisanterie. Mais de Lestan, qui était allé regarder par une fenêtre du palier, accourut en murmurant l'air très ému. « Mademoiselle Chlorinde !» Alors Rougon fit répondre qu'il descendait. Puis, comme Délestan et lui prenaient leur chapeau, il le regarda, les sourcils froncés, d'un air soupçonneux, frappé de son émotion. « Méfiez-vous des femmes !» répéta-t-il. Et, sur le seuil, il donna un dernier regard au cabinet. Par les 3 fenêtres, laissées ouvertes, le plein jour entrait, éclairant crûment les cartonniers éventrés, les tiroirs épars, les paquets ficelés et entassés au milieu du tapis. Le cabinet semblait tout grand, tout triste. Au fond de la cheminée, les tas de papier brûlés, à poignées, ne laissaient qu'une petite pelletée de cendres noires. Comme il fermait la porte, la bougie oubliée sur un coin du bureau s'éteignit en faisant éclater la bobèche de cristal, dans le silence de la pièce vide.